On a un bon cheminement en fait qui se crée là, puisque maintenant Patrick va prendre la suite. Patrick, je vais te présenter très rapidement, mais je vais surtout aussi te laisser te présenter. Là, on va aussi rentrer dans le détail de deux techniques qu'on va évoquer ensemble, l'eye tracking notamment, et puis on va reparler de la mesure émotionnelle. Il y a un élément qui me semble pour moi important et essentiel, c'est aussi de varier les plaisirs de nos spectateurs aujourd'hui. Et donc, on va l'attaquer sous un format légèrement différent, Patrick, puisqu'on va l'attaquer sous un format interview. Patrick, en deux mots, tu es senior vice-président de business developer avec un accent merveilleux chez PRS InVivo. Est-ce que tu peux nous représenter succinctement PRS InVivo, juste pour que ça pose le contexte de ton intervention? Si tu veux, on fait la présentation en anglais, comme ça sera raccord avec le titre. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous ce matin. Donc PRS InVivo, c'est le département grande consommation du groupe BVA. PRS InVivo, pour reprendre un peu les mots d'Olivier tout à l'heure, a été créé sur un constat il y a une trentaine d'années, qui est qu'entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il peut effectivement y avoir un écart important. Donc PRS InVivo, ça a été une des premières boîtes d'études au monde à disposer notamment de ses propres magasins expérimentaux pour tester des packaging, des produits, des innovations. Parce qu'en fait, on croit beaucoup plus à ce que les gens font qu'à ce qu'ils nous disent. Et PRS InVivo a été une des premières boîtes au monde, du coup, il y a 30 ans, à utiliser, entre autres, l'eye tracking, dont on va parler maintenant, et à appliquer, avant même que le mot existe, les principes des sciences comportementales. Donc, on va essayer de voir ça très, très rapidement. Du coup, on a 20 minutes ensemble. Donc, on a 20 minutes. On est bien, on est là. 20 minutes pour 30 ans, c'est pas mal. Commençons par l'eye tracking, si tu veux bien. Ouais. Quel est le défi principal, finalement, Patrick, pour l'eye tracking? En fait, le principe, si tu veux, de l'eye tracking, donc de suivre le parcours visuel sur un stimulus, derrière ça, l'idée, c'est de comprendre quel type d'informations sont décryptées, dans quel ordre. Pourquoi on veut faire ça et pourquoi c'est utile. Alors, cherchez le rapport avec le tennis. Si vous trouvez, vous gagnez une balle. Pourquoi le rapport? En fait, l'idée, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas rationnels. C'est un peu ce que disait Olivier Droulers. Nous fonctionnons beaucoup sur des automatismes cognitifs, sur des émotions. C'est vrai pour tout ce que nous faisons au quotidien. Alors, ça, vous avez dû tous regarder la finale il n'y a pas très longtemps, enfin, en tout cas beaucoup d'entre vous, il y a quelques jours. Tsitsipas, donc finaliste malheureux de Roland-Garros, a dit ça il y a quelques jours: je joue mon meilleur tennis quand je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que les automatismes cognitifs, c'est vrai aussi dans le sport, ça nous aide en gros à aller vite, à être efficace pour faire des choses plus rapidement et plus efficacement. Bon, ça c'était la parenthèse, mais c'est vrai aussi évidemment en grande consommation, où on va très vite, où on a beaucoup d'informations à traiter en magasin, et où finalement la première mission d'un shopper, qui fonctionne énormément par habitude, par automatisme cognitif plus que par rationnel, la première mission d'un shopper, c'est pas de traiter de l'information, mais d'en désélectionner un maximum. Ça va jusqu'à 80%. Quand on fait des courses, notre œil va pouvoir se poser sur des stimuli, sur des signes visuels, mais notre cerveau ne va pas pouvoir traiter toute cette masse d'informations qui s'offre à lui. D'ailleurs, ce n'est pas que des éléments visuels, c'est aussi des éléments sonores, olfactifs, etc. 80% de ce qui se présente à nous, notre cerveau le désélectionne. En fait, et c'est ça, on va revenir à l'intérêt de l'eye tracking, c'est que dans toutes les catégories de produits, dans tous les univers produits, puisqu'on parle notamment de grande conso, eh bien, il existe en fait un ensemble de filtres, comme ça, d'automatismes cognitifs, de filtres sélectifs qui se mettent en place au moment où le shopper rentre dans le rayon, au moment où l'individu rentre dans un point de vente, dans un magasin, il va spontanément comme ça solliciter des mécanismes dont il n'a pas conscience, qui vont l'aider à trier l'information trop importante, trop nombreuse qui s'offre à lui. Alors, dès qu'on sait ça, justement, et l'intérêt de l'eye tracking, c'est de structurer les stimulus qu'on va proposer aux gens, les stimuli qu'on va proposer aux gens, en mettant en avant le plus tôt possible les informations les plus importantes. Alors, ce qu'on voit, nous, par exemple, dans les études qu'on réalise en grande conso, en moyenne, sur un packaging, il y a 12 signes visuels. Alors, c'est une marque, un logo, un claim, etc. 12,3 en moyenne. Quand on sait qu'on n'en voit jamais, puisqu'on va très vite, on fait vos courses, vous allez tous très, 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 très vite,
vous regardez très peu d'informations et sur un pack, en général, on ne voit jamais plus de 8 éléments. C'est-à-dire que l'œil ne va jamais plus que visiter 8 éléments. Première règle qu'on peut se donner par rapport à ça, c'est la simplicité. Moins il y en a, et mieux ça marche. Donc, développer des exécutions qui soient assez simples. Deuxième truc qu'on sait aussi, c'est que seulement les 3 ou 4 premiers éléments vus, sur un packaging par exemple, sont vus plus de 4 dixièmes de seconde. Plus on va dans le décryptage, et plus les éléments sont vus vite. C'est les premiers qui sont vus le plus longtemps. C'est les premiers éléments qui vont avoir le plus d'importance. Donc, quand on développe un pack, quand on développe une signalétique en rayon, par exemple, en magasin, eh bien, il est essentiel de s'assurer, ça va être clairement l'objet de l'eye tracking, de s'assurer que ce que l'on met en premier, de ce qui va être vu en premier par les gens, raconte déjà l'essentiel de l'histoire. Il faut qu'avec les 3 ou 4 premiers points de fixation, on ait déjà raconté l'essentiel de l'histoire. S'il en faut 8, 9 ou 10, c'est trop tard. Donc ça, c'est la hiérarchie visuelle et c'est vraiment là que l'eye tracking va nous aider. Le dernier point, on va en reparler juste après. Pierre-Éric a pas mal parlé de ça juste avant. Le dernier point, c'est qu'on n'est pas que rationnel, on fonctionne beaucoup par émotion et bien entendu, le rôle des émotions est important. Bon, ça, c'était juste un exemple de pack qui coche aucune de ces cases et qui est très difficile à comprendre, qui n'est pas bien hiérarchisé, qui est compliqué. Voilà. Alors, l'eye tracking, du coup, je suis désolé de cette petite déviation, mais je voulais en venir là. L'eye tracking, pour répondre à ta question, nous sert effectivement essentiellement à ça. C'est comprendre comment on va décrypter une information, dans quel ordre et de quelle manière. Alors, comme le disait Olivier en intro, il existe effectivement plusieurs techniques différentes, plusieurs technos différentes d'eye tracking. Donc, c'est notamment l'intérêt maintenant, Patrick, c'est qu'on arrive aussi à rentrer dedans sur comment on fait. Ouais. Comment ça marche, quoi. Alors, il y a différentes techniques. Il y a de l'eye tracking fixe, notamment, qu'on va utiliser essentiellement pour des packaging, pour des créas, par exemple, pubs, etc. C'est des choses qui fonctionnent avec un écran d'ordi et des caméras qui vont suivre, en fait, la zone fovéale, donc la trajectoire de l'œil sur le stimulus. Ça donne, alors, des cartes de chaleur, c'est assez intuitif ici. Plus c'est rouge et plus la zone est regardée ou plus la zone est regardée longtemps. Ça donne aussi, ça c'est très intéressant, c'est très utile pour nos tests et nos études, et c'est très utile dans le développement d'impact notamment, ça nous donne aussi le parcours visuel. Ça nous donne l'ordre de décryptage. Qu'est-ce qui est vu et dans quel ordre et comment, et notamment combien de temps on va passer dessus. Là, un pack que tout le monde connaît bien, enfin, en tout cas de l'ancienne version, on voit bien, c'est assez intuitif. Premier truc vu, c'est le logo Belin. Puis on va sur le nom Monaco, puis ensuite on remonte en haut sur les petits biscuits, puis enfin le gros biscuit d'en bas, etc., etc. Le pourcentage, c'est le temps passé, puisqu'on expose l'image à l'écran, et pendant cette expo, on va suivre le temps que les gens passent. Par exemple, Belin, on va rester 26% du temps sur ce logo. Ça, c'est le pack précédent. Alors, je vous disais en intro que, quelle que soit la catégorie de produits, on fonctionne par automatisme, et dans chaque catégorie, il y a des filtres sélectifs qui font qu'on va traiter certaines infos et dégager tout le reste de manière automatique. Dans une catégorie comme ça, donc les biscuits salés apéritifs, les produits salés apéritifs, ce qu'on cherche évidemment, c'est du goût, quoi, un truc qui donne envie, des food forms, enfin en tout cas des visuels produits qui expriment les caractéristiques et qui donnent envie, quoi. Il faut que ça ait l'air appétissant. Alors, vous voyez, on travaille une nouvelle exécution du pack à droite. Je crois le pack actuel. On travaille une nouvelle exécution du pack qui justement recentre beaucoup plus l'attention sur ces éléments fondamentaux du cadre mental. Dans cette catégorie, on attend notamment de voir le produit, on attend de voir un produit appétissant et un ingrédient. Et bien, vous voyez ici avec l'eye tracking, on a un parcours visuel un peu différent puisqu'on va recentrer l'attention d'abord sur Monaco, puis tout de suite, vous voyez, ça vient beaucoup plus tôt sur le visuel du produit. Et bien, vous voyez, cette hiérarchie, c'est un élément clé, c'est un facteur de succès clé. S'assurer que quand on développe notamment un pack, c'est pas vrai qu'en pack, c'est vrai pour tout ce qu'on va faire notamment en FMCG, en grande consommation, s'assurer que les informations qu'on va mettre en avant en premier, la manière dont les choses vont être décryptées, on met bien en avant en premier les trucs les plus importants qui vont dire l'essentiel et les détails après. Et bien, cette nouvelle exécution pack, vous voyez, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est donc plus cohérente avec ce que les gens ont en tête quand ils rentrent dans la catégorie. Et bien concrètement, ça marche mieux. Donc, voilà typiquement un exemple d'application. L'eye tracking, ça sert à ça. Ça sert finalement à nous aider à comprendre comment les choses sont vues et s'il y a lieu de recommander, de déplacer des éléments sur un pack, de grossir des éléments sur un pack pour que dès le début, dès les 2, 3, 4 premiers points de fixation, on soit sûr qu'on a raconté l'essentiel de l'histoire.
Est-ce que je réponds à ta question, du coup? Ouais, tu réponds parfaitement à ma question. Et donc, si on doit aller un petit peu plus loin dans le processus, parce que là, c'est déjà très clair, mais est-ce que tu as déjà des conseils dans l'utilisation? Puisque tout à l'heure, on entendait Olivier nous dire que faut pas toujours l'utiliser, c'est peut-être pas bon dans tous les cas, mais parfois ça peut être extrêmement pertinent, comme tout. Alors, est-ce que tu as, toi, déjà quelques conseils et à la fois, est-ce que tu peux nous montrer aussi quelques résultats? Là, on voit des résultats concrets d'évolution dans le regard et dans l'attention du regard, mais après des résultats concrets, matérialisés peut-être derrière sur cette évolution. Oui, alors le conseil qu'on peut se donner, effectivement, c'est un peu ce qui a été développé auparavant. Là, on parle de technique, on ne parle pas de méthodologie. C'est des outils, l'eye tracking, la mesure émotionnelle, on va en parler après, mais c'est des techniques. Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect techno, toujours assez sympa, assez prometteur, ça donne une information bien précise. Là, en l'occurrence, ce qu'on dit sur un pack, ça donne l'ordre de décryptage, les temps de fixation. Mais un temps long, par exemple, l'œil va s'arrêter longtemps sur un élément, créer une zone chaude, par exemple. Ça peut vouloir dire deux choses différentes, qui n'ont rien à voir. La première, c'est que c'est un élément super intéressant, que j'adore, qui m'intéresse super, je vais le regarder très en détail, et ça va avoir une influence sur la capacité de conviction. Dans ce cas-là, c'est parfait. Et ça veut dire que l'élément joue pleinement son rôle. Ça peut aussi vouloir dire à l'inverse qu'on n'a rien compris et qu'on va rester longtemps dessus parce que c'est compliqué, j'ai beau le lire 3 fois, j'arrive pas. Ça, l'eye tracking ne nous le dit pas. L'eye tracking va nous donner un parcours visuel, mais ça s'arrête là. Donc, clairement, ces techniques, il faut pouvoir les utiliser combinés avec autre chose. Nous, c'est comme ça qu'on le fait systématiquement. On n'utilisera par exemple quasiment jamais ce type de techno seul. Parce que clairement, on peut avoir des interprétations différentes. Il est du coup très important de pouvoir coupler ces outils avec d'autres types de mesures qui peuvent être déclaratives ou comportementales, pour voir comment cette évolution ou comment ce parcours visuel a pu finalement se traduire par une compréhension, c'est-à-dire au-delà de voir l'élément, le cerveau traite l'information, au-delà de voir l'élément, on passe les filtres sélectifs et on est vraiment compris, ou pas. Et ça, c'est clé, et généralement, ça se traduit par l'utilisation de l'eye tracking couplée avec de l'observation de comportement dans nos magasins tests, par exemple. On va placer le produit en rayon, puis on va voir s'il est acheté ou pas. On va voir si le comportement devient plus hésitant ou pas à l'égard du produit, par exemple. Et puis, un certain nombre de questions ouvertes, par exemple, on va demander ce que les gens ont compris, ce qui leur plaît, par exemple, sur le pack, pour voir si l'info, au-delà d'être perçue, va véritablement avoir une influence. Donc, le conseil, effectivement, c'est ça, c'est de se méfier un peu du côté, je dirais assez prometteur par nature de toute techno. C'est une technique, c'est un outil qui donne une information qu'on ne peut pas avoir par ailleurs, parce que, encore une fois, on ne mémorise pas tout ce qu'on voit, on est incapable de verbaliser tout ce qu'on voit. Si je vous demande de me dire tout ce que vous avez regardé depuis que la conférence a commencé, vous allez me dire certainement plein de trucs, mais c'est ce que vous avez mémorisé, vous ne me direz certainement pas exactement l'intégralité du parcours visuel que vous avez eu, parce que vous avez notamment désélectionné une grosse partie de ce que vous avez vu. Donc, clairement, ici, c'est la même chose. Donc, on va vraiment recommander d'utiliser ces technos croisés avec autre chose pour pouvoir justement, ça nous aide en fait tout simplement, à mieux comprendre comment les individus fonctionnent et comment ils réagissent à un stimulus. Alors, les exemples, après, il y en a plein et malheureusement, on ne va pas trop avoir le temps, mais très concrètement. Très simplement, très concrètement. Tiens, regarde, par exemple, en voilà un autre ici, et c'est de la vidéo cette fois. Là, c'est un eye tracking mobile. Alors, c'est plus l'eye tracking fixe. Bon, c'est assez trivial. Le petit point rouge, c'est ce que la personne regarde, à part la liste de courses qu'on leur donne dans nos magasins laboratoires. Tu vois ici, typiquement, alors, confiserie de chocolat. Bon, l'exemple est pas choisi par hasard. Et je confirme ce que disait Olivier. C'est vrai que l'eye tracking mobile, donc la paire de lunettes que les gens vont porter pendant l'achat, c'est pas forcément un truc qu'on destine à du packaging. C'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser dans des cas de merchandising, de balisage, par exemple, des grosses masses. Bon, là, c'est assez particulier parce que vous le voyez, regardez bien où l'œil se pose dans la confiserie de chocolat. Typiquement, on regarde que, vous l'avez dû le voir, on a regardé que ce qui donne envie, c'est-à-dire que le produit. Alors, ça peut sembler basique, mais quand on développe un produit dans cette catégorie, quand on veut lancer une innovation dans cette catégorie, si on oublie ça et qu'on ne met pas le visuel bien en avant, qu'on met que du texte, par exemple, on a eu des cas comme ça, et ça ne marche pas parce que c'est trop différent de ce que le cerveau des gens attend. Vous ne décidez pas d'où vous posez votre œil. C'est un mécanisme non conscient, on l'a vu là. Le cerveau a programmé l'œil, en tout cas a dirigé l'œil pour ne voir que ce qui donne envie. C'est de la gourmandise pure, évidemment, c'est de la confiserie.
on est allé regarder systématiquement le visuel du produit sur le pack. Et ben, si on développe une inno et qu'on ne met pas ce visuel produit sur un pack de confiserie, et ben, ça ne marche pas. Voilà. Merci Patrick, extrêmement concret, intéressant. On va parler de la mesure émotionnelle, chose qui a déjà été abordée. Juste, pardon, je te coupe, mais excuse-moi, juste pour dire, parce qu'il y avait le slide et ça peut être intéressant. Ça s'applique aussi, bien sûr, au e-commerce, à des sites. Pierre-Éric nous présentait tout à l'heure des visuels. On peut tout à fait aussi suivre le parcours des gens sur un site internet. Les défis sont les mêmes en e-commerce. Mettre en avant tout de suite la bonne info. Est-ce que ça marche? Clairement, l'eye tracking peut être un moyen d'y répondre. Excuse-moi, j'ai présenté mon slide. Ah, mais tu as le droit de me couper, c'est toi la star, hein, donc tu as le droit de me couper. Aucun problème. Mesure émotionnelle. Vas-y. Effectivement, on va parler mesure émotionnelle. Pour rentrer un petit peu dedans, tout à l'heure, effectivement, Pierre-Éric en a parlé. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus au fond aussi de la démarche sur justement comment ça marche et comment aujourd'hui c'est utilisé, en fait? Alors, je vois qu'on utilise d'ailleurs les mêmes technologies, puisque vous reconnaissez le même bracelet donc, sur le visuel. Alors, c'est effectivement la techno qu'on a choisi d'utiliser nous. C'est un petit peu comme l'eye tracking. Hein. L'enjeu, c'est d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la manière dont un individu va réagir à un stimulus. Alors, nous, on va notamment l'utiliser plus particulièrement pour tout ce qui est du domaine du test de produit. On va moins l'utiliser, par exemple, sur du packaging. On va l'utiliser sur des expériences qui prennent un peu de temps. Voir un pack, ça se fait en quelques dixièmes de seconde, c'est extrêmement rapide. Et la mesure émotionnelle ne donne pas forcément une info extrêmement riche par rapport à ça. En revanche, quand on goûte un produit, quand on consomme un produit, quand on visite un point de vente, un rayon, là, ça prend du temps. Et là, effectivement, c'est exactement ce que Pierre-Éric présentait. Là, on peut suivre en temps réel l'évolution de la réponse émotionnelle des gens au stimulus. Et là, c'est très intéressant. Et c'est clairement, encore une fois, une mesure qu'on peut avoir que comme ça, puisqu'il est impossible de demander à quelqu'un de nous décrire ça exactement. Il n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience. Donc, on utilise ce type de bracelet, alors qui mesure, on l'a vu rapidement tout à l'heure, donc qui mesure essentiellement 3 paramètres. Donc, l'intensité émotionnelle. Donc, en gros, c'est le pic. Est-ce que l'émotion est forte ou pas? Donc, c'est la puissance de l'émotion. Mesure la densité émotionnelle. Donc là, c'est la durée de ces réactions. C'est-à-dire, est-ce que c'est un pic très, très rapide ou est-ce que c'est une émotion qui va se maintenir dans la durée? Et puis, on mesure également la charge mentale. C'est-à-dire, est-ce que la personne est très impliquée dans ce qu'elle fait ou est-ce que c'est beaucoup plus léger? Il y a un dernier truc qui est important aussi, le 4e point, c'est la valence. Donc, c'est le côté positif ou négatif de l'émotion que, pour l'instant, on mesure encore. Alors, comment Olivier, donc tu présentais tout à l'heure en intro donc la dilatation, la mesure de la dilatation des pupilles. Donc pour la mesure émotionnelle, c'est vrai que nous avec le bracelet, on a encore recours au discours. Donc on interroge les gens juste après la mesure pour voir si l'émotion ressentie était plutôt positive ou négative. Donc là c'est plutôt du verbal pour la valence. Mais alors nous l'utilisons donc particulièrement dans le cas des tests produits et c'est vachement intéressant quand on a quelqu'un qui par exemple va consommer un produit. Donc, il va nous dire des choses, puisqu'on va l'interroger, il va dire j'aime ça, la texture, le croustillant, machin, etc. À tel moment, j'ai bien aimé telle chose. Mais là, encore une fois, il y a des choses qui échappent au rationnel. Il y a des choses que les gens vont dire, il y a des choses qu'ils vont ressentir et qu'ils ne vont pas pouvoir verbaliser. Eh bien, le bracelet nous permet exactement d'avoir accès à cette information. C'est de pouvoir donc compléter la mesure, je dirais, classique de performance d'un produit par une évaluation de la réponse émotionnelle. Je vous montre un exemple rapidement. Si, au contraire, c'est ça l'idée. Exemple. Très vite, très vite. Alors sur un test produit en ultra frais, donc on va dire une crème dessert au hasard, qu'on a testé avec un benchmark. Donc on a testé face à Danette tout à l'heure, qui fait pleurer les gens, si j'ai compris, ou pas, c'est selon. Donc alors on teste face à Danette. Donc on a notre produit et Danette en face. Ce qu'on voit, c'est que la densité émotionnelle de Danette est meilleure. C'est-à-dire que Danette va générer une émotion qui va durer de manière plus continue tout au long de la dégustation. Donc, cuillère après cuillère, on va avoir une émotion qui va être plus stable dans la durée. Notre innovation, va être que la densité émotionnelle est plus basse. Donc, il y a une émotion qui va être ressentie, mais moins longtemps, en tout cas moins régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que l'intensité de l'émotion, en revanche, est quasiment le double de Danette. On a des indices, ici, on voit 1,8 par rapport à Danette. Donc, l'émotion ressentie est quasiment le double de celle de Danette. Donc, c'est une émotion qui est plus fugace, mais qui est beaucoup plus forte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette mesure dans la durée. On s'est aperçu qu'en fait, première cuillère, il ne se passe pas grand-chose.
Deuxième cuillère, il commence à se passer un peu quelque chose. Alors, troisième cuillère, là, vous voyez la courbe, il se passe effectivement une réaction forte, il y a un pic émotionnel assez important. Cette troisième cuillère, c'est le moment où, dans ce produit ultra frais, il y avait deux couches en fait. Il y avait un premier étage de crème, on va dire, puis un deuxième étage de coulis, qui était plutôt au fond du produit. Quand on arrive sur ce coulis, vous voyez, décollage de l'émotion, ça crée une réponse émotionnelle très très forte. Coulis qui par ailleurs est perfectible en goût, puisque les gens nous disent clairement qu'au niveau de l'ingrédient, du fruit, etc., on peut faire mieux. Donc ça, c'est perfectible. Néanmoins, l'arrivée sur ce coulis déclenche une réaction très très forte. Et cette réaction, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va durer après. C'est-à-dire que sur les bouchées suivantes, on va continuer à avoir la rémanence de l'influence de cette réaction émotionnelle qui était particulièrement positive et particulièrement forte. Ça, c'est un truc que les gens ne peuvent pas nous dire, ne nous ont pas dit. Personne nous a dit à la troisième cuillère, c'était génial, j'ai adoré. Et puis, ça m'a fait évaluer mieux les quatrième et cinquième cuillères. Pas du tout. Ça, on ne le voit que comme ça. Quand on a cette info-là, quel type d'idée on peut avoir au-delà de tout ce que les gens ont pu nous dire, vu qu'on a cette réaction émotionnelle très forte lorsqu'on arrive sur cette deuxième couche, l'idée, c'est de la faire arriver le plus tôt possible, puisqu'on sait qu'elle va bénéficier à toute la suite de l'expérience produit. Donc, la recommandation qu'on peut avoir, c'est, si on peut, en jouant notamment sur la forme du pot, eh bien, faire en sorte d'arriver plus tôt à cette couche qui va générer une réaction émotionnelle forte, de manière à augmenter, à améliorer l'expérience. Parce que ce qu'on cherche en fait à créer autour des expériences produits, c'est des pics émotionnels forts, pas forcément conscients, les gens ne vont pas forcément en avoir conscience, mais ces pics émotionnels vont être capables d'influencer la performance, la perception, l'évaluation et potentiellement le réachat. Donc voilà typiquement un exemple d'application et de mesure émotionnelle. Est-ce que ça te semble clair, globalement? Moi, ça me semble très, très clair. Alors, ce que je te propose, Patrick, on se prend quelques minutes parce que vraiment, c'est excessivement clair. Pour regarder un petit peu s'il y a des questions dans le chat. Donc, tu vois, comme je t'écoute attentivement, je prends à peine connaissance du chat maintenant. Je n'ai pas de questions pour le moment. Donc, écoute, c'est qu'a priori, c'était excessivement clair. Et je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça, Patrick, très sincèrement. Et je trouve que le cheminement est très logique et qu'on arrive jusqu'à l'aboutissement au résultat que tu nous as montré là. Si tu veux bien, je vais passer la parole à Sylvia Ramat-Chedossi.